Pascal Canfin est le co-auteur du rapport Canfin-Zouati sur les garanties publiques qui a été remis mi-décembre aux deux ministres commanditaires, ministre des Finances et ministre de la Transition écologique et solidaire, qui s'est exprimé ce matin. Quid de ce plan Juncker à la française? Comment est-ce qu'on peut susciter demain des investissements massifs dans les énergies renouvelables? Bref, quelle est votre vision de toute la mécanique qu'il faut mettre en place pour structurer, solidifier et garantir le développement des énergies renouvelables? Bonjour tout le monde. J'ai le privilège d'ouvrir cette table ronde qui est intitulée « Et demain ». Donc ça permettra à chacun de faire preuve d'imagination. Néanmoins, demain se construit aussi aujourd'hui. Et donc c'est très important de penser, certes, le long terme, mais de penser que le long terme se fabrique par des décisions publiques et privées qui sont prises maintenant. Et c'est pour ça qu'au WWF, on regarde toutes ces échéances temporelles et on essaye d'agir, que l'on soit du côté des entreprises privées ou que l'on soit du côté de la puissance publique, pour faire en sorte que les bonnes règles du jeu émergent. À très court terme, c'est certes et demain, mais le premier demain en France, c'est la future loi sur l'énergie et les discussions autour de la PPE. Nous, on travaille sur deux sujets particuliers. Je pense qu'on est totalement alignés entre les énergéticiens du côté des renouvelables et ce que nous défendons en tant qu'ONG société civile, sur deux sujets qui ont été évoqués par François de Rugy dans son intervention récente, qui sont l'éolien offshore et la méthanisation. Trop souvent dans le débat français, pour des raisons assez évidentes sur lesquelles je ne reviendrai pas, quand on parle énergie, on parle d'abord nucléaire. Et le débat société civile, politique, médias, il est très largement focalisé sur le nucléaire. Et du coup, d'autres sujets passent malheureusement, parfois trop à la trappe. Et donc c'est pour ça que nous, on va concentrer notre action dans le travail à venir du WWF sur la PPE, éventuellement sur la loi, mais plutôt a priori uniquement dans le cadre de la PPE, sur le fait d'essayer et de débloquer les règles actuelles sur l'éolien offshore pour aller plus vite et plus loin, et débloquer les conditions qui ont été fixées actuellement dans la PPE sur la méthanisation, parce que nous considérons qu'elles sont aujourd'hui quasiment bloquantes pour le développement de la filière. Donc on ne peut pas demander à des filières, l'éolien offshore, de se développer, de se massifier, tout en ayant des conditions de volume qui ne le permettent pas. Donc deux travaux qui sont déjà demain, du court terme, mais qui permettront de construire du demain plus renouvelable. Le deuxième enjeu qui nous semble important, dès aujourd'hui et encore plus demain, c'est que si on a effectivement un développement des énergies renouvelables, on aura alors un enjeu croissant de tension. On a évoqué le patrimoine, mais aussi avec le patrimoine naturel, c'est-à-dire la biodiversité. Et moi, je ne fais évidemment pas du tout partie de ceux qui opposeraient le sujet climat d'un côté et biodiv de l'autre, puisqu'on sait très bien qu'un climat qui se dérègle, c'est aussi une nature qui disparaît. Donc il y a une cohérence à lutter à la fois contre le dérèglement climatique et pour la protection de la nature, mais ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Dans certains cas, cette cohérence d'ensemble, elle est mise à mal. Et qu'il y a parfois des tensions entre la protection du patrimoine naturel, en l'occurrence la biodiversité marine ou terrestre, et le développement des renouvelables. C'est pour ça qu'au WWF, en France, mais aussi en Allemagne ou dans d'autres pays européens, voire pays émergents, on travaille avec les opérateurs et avec les pouvoirs publics à des tentatives de réconciliation. Et en tout cas, faire en sorte qu'on n'oublie pas le problème, premier écueil, et deuxième écueil, qu'inversement, on ne se drape pas derrière des postures qui rendraient le développement des renouvelables impossible. Donc on essaye d'aller sur ce chemin de crête entre protection du patrimoine naturel, biodiversité, et développement des renouvelables, parce que nous sommes favorables aux renouvelables, et donc on ne peut pas accumuler tous les obstacles qui font qu'à la fin, certes, on est pour le développement des renouvelables sur le papier, mais dans la vraie vie, projet par projet, ça ne se fait pas. Donc vous pouvez compter sur nous pour être un des acteurs qui,
à vos côtés, parfois en appui de certains projets, parfois en challenge de certains projets, ça fait partie de notre rôle, qui essaye de trouver ce bon compromis entre protection de la nature locale et développement des ENR. Si on raisonne sur le demain à l'échelle mondiale, on a déjà des signaux aujourd'hui. Et j'attire votre attention sur un document que nous avons publié à Davos, qui s'appelle « 10 signaux qui montrent que l'économie verte est en chemin ». On a publié ça avec la postface du gouverneur de la Banque de France, qui est toujours intéressant pour une ONG de publier des documents sur l'économie verte à Davos avec la Banque de France. Ça crée un écosystème assez original qui permet de bouger les lignes. Et un des chiffres, on en a 10, un des chiffres que nous avons retenu pour Davos, c'est le fait que pour la 6e année consécutive, au niveau mondial, l'investissement dans les énergies renouvelables dépasse très largement l'investissement dans les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. 280 milliards de dollars d'un côté, 103 milliards de l'autre. Et la tendance ne fait que s'accroître. Donc c'est évident que quand on regarde le stock d'énergie construite, on est sur une base fossile. Lorsqu'on regarde le flux en termes d'investissement, on est en train de migrer progressivement vers une autre économie. Évidemment trop lentement. Évidemment trop lentement. Nous sommes tous convaincus de ça, et s'il y a par cette table un acteur qui le dit avec le plus de force possible, c'est évidemment encore plus la société civile et le WWF. Mais si on passe notre temps collectivement à dire que c'est pas possible, que c'est perdu d'avance, etc., ça mobilisera pas beaucoup les énergies. Et donc il faut aller chercher les signaux qui montrent qu'on est dans un point de bascule. Un point de bascule qui est en train de voir émerger l'économie et l'énergie de demain, et tout faire pour que ce point de bascule, d'une part, soit irréversible, et d'autre part, accélère encore davantage. Donc le fait que pour la 6e année consécutive, il y ait beaucoup plus d'investissements dans le monde, dans les renouvelables, que dans les fossiles, ce n'est pas quelque chose qui est connu ni du grand public, mais à la rigueur, on peut se dire que la question de l'investissement, la structure d'investissement dans le monde de l'énergie, ce n'est pas forcément un sujet passionnant, mais ce n'est pas connu non plus des décideurs publics comme des décideurs privés. Et donc il y a aussi un travail, c'est un travail que nous menons, et on le mène avec un certain nombre d'entre vous, notamment le syndicat des énergies renouvelables, tout un travail d'analyse et de transformation des représentations. Parce qu'une société change par les technologies, par les marchés, par les investissements, par les politiques publiques, mais elle change aussi par les représentations, qui rendent possibles ces changements de politique publique et ces changements technologiques et créent ainsi un cercle vertueux. Et c'est pour ça que nous, on travaille dans la préparation du monde de l'énergie de demain, on travaille à la fois sur l'offre et sur la demande. On peut faire l'hypothèse, assez raisonnable me semble-t-il, que contrairement à la transition alimentaire, qu'on est en train de voir dans les pays européens où la consommation de viande diminue significativement depuis plusieurs années, où le bio explose depuis plusieurs années, c'est une transition qui est plutôt tirée par la demande. Et l'offre court après la demande. On peut faire l'hypothèse assez raisonnable que, compte tenu des spécificités du marché de l'énergie et du bien énergétique lui-même, ça sera plutôt une transition tirée par l'offre. Et que, certes, un certain nombre de citoyens, et on va y venir, cherchent à changer leur propre mode de consommation, et on a besoin d'un travail sur la demande, mais la priorité, c'est d'abord de travailler sur l'offre. Et c'est pour ça que nous, on valorise partout où c'est possible les derniers prix de marché des appels d'offres dans l'éolien ou dans le solaire. Et on considère que dans la zone où sont aujourd'hui les énergies renouvelables, entre 50 et 60 euros le mégawattheure, on est dans quelque chose qui est rentable dès aujourd'hui. Et on ne voit aucune tendance qui inverserait ce gain économique à aller vers les renouvelables. Donc la performance économique, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, c'est pour maintenant. Et la question, à nos yeux, du stockage, elle doit être relativisée. Évidemment, elle est importante après-demain, elle n'est pas essentielle aujourd'hui. On partage les analyses selon lesquelles autour de 30-40% du réseau, sans aucun problème, peuvent absorber des renouvelables intermittentes. Ensuite, évidemment, il faut continuer à travailler. Mais quand on a, et c'est un des chiffres qu'on a présenté à Davos, on a un effondrement du prix, ou du coût plutôt, du stockage, on voit bien que l'écosystème
qu'on appelle les 4D, la décentralisation, la digitalisation, la décarbonation et la durabilité, donc un système énergétique basé sur ces 4D-là, est à portée de main. Et donc on a un discours positif, on a un discours sur le fait que les solutions sont soit déjà là, soit à portée de main. Et donc on alerte aussi sur le fait que parfois le discours sur la transition énergétique passe d'abord sur un discours sur la R&D. Il faut inventer, il faut investir sur les solutions de demain. Je pense qu'il faut faire... Oui, bien sûr, il faut toujours investir. L'humanité va chercher du progrès en permanence. Et on ne changera pas ça. En revanche, il ne faut pas que ça soit une façon de draper le fait qu'on n'aurait pas les solutions aujourd'hui. Ce n'est pas vrai, on les a. Les derniers appels d'offres en France à 50-60 € le montrent absolument dès aujourd'hui. Et puis la dernière question sur l'offre, et je boucle avec ce que vous avez dit, c'est la question du financement. Et là, aujourd'hui, on voit bien que si on veut massifier le financement des renouvelables, dans leur diversité, on a des technologies matures qui tournent. Et puis on a des technologies sur lesquelles il faut encore un appui de la puissance publique. Un appui pour déclencher la massification. Et là, nous, avec Philippe Zaouati, on a fait une proposition concrète. C'est vrai sur l'énergie, c'est vrai pour la mobilité électrique, c'est vrai pour d'autres sujets. On a un besoin d'un plan Juncker vert français. La BEI, au niveau européen, a imparfaitement, à nos yeux, mais quand même fait un pas significatif en avant dans le design, dans la conception d'une intervention publique qui se fait par le de-risking. L'idée étant de dire assez simplement, l'investissement privé, il est là, il y a énormément de fonds qui sont prêts à investir dans les renouvelables, mais parfois, pour certaines technologies encore, la perception du risque, voire la réalité du risque, est trop importante pour que ça puisse être spontanément massifié. Donc, on ne va pas basculer vers un système où ce serait l'économie publique qui investirait la totalité de l'argent. De toute façon, le voudrait-on, on n'en aurait pas forcément les moyens. Donc, la question, c'est que cette intervention publique, elle se fasse de la manière la plus pertinente et la plus intelligente possible. Et pour nous, ce n'est pas nécessairement des subventions. On a plein d'exemples dans ce secteur du fait que les subventions ne sont pas nécessairement l'outil le plus pilotable et le plus intelligent. En revanche, le de-risking nous semble être le bon outil. Pourquoi ? Parce qu'il est adaptable filière par filière, technologie par technologie, temporalité par temporalité, et il vient dérisquer des risques spécifiques. Je donne l'exemple de la méthanisation. Souvent, le débat avec les ingénieurs va dire oui, mais il n'y a pas de risque spécifique sur la méthanisation. Le risque qui est d'abord à dérisquer, ce n'est pas le risque technologique de l'unité de méthanisation, c'est le risque de l'agriculteur. Vous allez voir le Crédit Agricole aujourd'hui, vous êtes un agriculteur et vous dites je veux développer une unité de méthanisation, vous avez intérêt à avoir un bilan extrêmement solide pour que ça passe. Le risque, il n'est pas sur l'unité de méthanisation, il est sur celui qui le porte. Et les équipes qui font les projets énergétiques ne connaissent pas bien l'appréhension des risques d'exploitation agricole, et les banquiers qui font les prêts à l'agriculture connaissent très peu le monde de l'énergie. Et donc, typiquement, on est dans un endroit où, si on ne dérisque pas, ça ne se fera pas. Évidemment, il y a d'autres enjeux. J'ai dit en commençant qu'il faut d'abord que les règles du jeu soient pertinentes, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur ce sujet à ce jour. Mais même si elles l'étaient, il y aurait une perception du risque qui freinerait la capacité des acteurs privés à avancer. Et c'est pour ça que si on se projette sur demain, sur la massification, c'est bien le sujet, c'est un sujet de changement d'échelle auquel on est confronté, alors on pense qu'un outil qui relèverait d'un plan Juncker vert français, avec un outil qui agrégerait l'ADEME, le BPI, la Caisse des dépôts, les expertises mises ensemble vers dans quelque chose qui s'appellerait France Transition, ça permettrait d'envoyer un signal très fort aux acteurs privés de la filière de l'énergie et au-delà, de la mobilité, de l'agriculture durable, de l'isolation des bâtiments, etc., pour massifier et enfin atteindre les objectifs que l'on s'est fixés dans ces différents domaines, puisque je fais partie, et je conclurai là-dessus, du Haut Conseil pour le climat que le Président de la République a mis en place. Et nous constatons, après d'autres, on ne fera pas que ça, je vous rassure, mais on commence par constater qu'à peu près sur tous les sujets, on n'est pas en train de réussir les objectifs que l'on s'est fixés. Et donc si l'objectif n'est pas de se refixer des nouveaux objectifs sans se donner les moyens d'y arriver, ça c'est le risque de la nouvelle stratégie nationale bas carbone, en disant on a raté, mais c'est pas grave, on va se refixer des nouveaux objectifs et là on va réussir, sans dire absolument pourquoi on va réussir, donc c'est un peu wishful thinking. Et donc si on veut sortir de cette pensée magique,
alors il faut regarder les conditions pour y arriver. Et c'est le rôle du Haut Conseil pour le climat qui, j'espère, fournira des analyses indépendantes qui vous aideront dans votre activité et dans votre plaidoyer. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal Canfin pour cette introduction. Une très courte question, parce que je vois le temps qui file là. Une très courte question malgré tout. Vous avez soutenu la loi pour la transparence sur les relations entre parlementaires européens et lobbyistes qui a été adoptée le 31 janvier à 4 voix près et qui impose maintenant aux parlementaires de publier sur Internet la liste des organes du lobbying qu'ils rencontrent. Est-ce que vous croyez que sur le sujet de l'énergie, on va vers plus de transparence? Et quand vous annoncez 50 à 60 euros par mégawattheure, c'est vraiment maintenant du tout compris? Du tout compris? Ah bah c'est sans surprise. C'est hors stockage, par exemple. Mais je considère aujourd'hui que si on vient sur le sujet des externalités, je pense que d'autres secteurs de l'énergie ont d'autres problèmes qui augmenteraient considérablement les coûts de la production de l'électricité. Donc non, ça n'est pas tout compris, mais c'est compris en fonction des règles de marché actuelles. Sur le lobby, oui, évidemment, je me réjouis de cette victoire récente au Parlement européen et je ne sais pas si Barbara Pompili est restée et j'espère qu'après le Parlement européen, c'est le Parlement français qui le fera. Je crois qu'elle, personnellement, publie les rendez-vous qu'elle a avec les groupes d'intérêt. Par groupe d'intérêt, on entend donc les lobbies, y compris, même si on peut en débattre à l'infini, les ONG. Et moi, je m'inclus dans le fait qu'on défend un intérêt, c'est l'intérêt général, on n'a pas d'intérêt privé. On pourrait absolument défendre le fait que les ONG ne sont pas des lobbies, mais si on commence à rentrer dans ce débat, c'est infini. Donc, considérons que les ONG sont des groupes d'intérêt et des lobbies. Et résultat des courses, nous, on considère que tous les parlementaires français devraient publier à leur agenda la liste des rendez-vous qu'ils ont lorsqu'ils préparent une loi, comme le Parlement européen vient enfin de le voter à 5 voix près. Pourquoi ? On considère que le lobbying, c'est légitime. Dans une société démocratique où les intérêts sont pluriels et dans une économie de marché où les intérêts sont pluriels, c'est absolument normal qu'il y ait des discussions avec les pouvoirs publics, parce que s'il n'y en avait aucun, je pense que ce serait encore pire. On serait dans une décision politique qui sortirait de nulle part. Donc c'est normal qu'il y ait des échanges. Mais il faut que ces échanges soient, 1, équilibrés, et 2, transparents. Parce que sinon, on tombe dans un autre écueil qui est l'opacité, la suspicion et l'éventuel, ça c'est pas sur tous les secteurs bien évidemment, mais on sait que ça peut arriver, l'éventuelle captation de la fabrication de la loi par certains intérêts. Et là, la transparence permet à minima de se rendre compte que si dans la discussion sur la future loi de l'énergie, pour prendre cet exemple-là, ou dans la discussion antérieure sur le décret, si les PPE, si les parlementaires avaient été formellement associés à cela. Un parlementaire voit 10 fois une entreprise X et 0 fois celle qui pense le contraire ou la société civile qui pense le contraire, on peut penser qu'il y a un biais. Inversement, si un parlementaire voit 10 fois le WWF et aucune fois le monde de l'entreprise du secteur concerné, ça pose aussi un autre problème. Personne ne le sait. Et je considère qu'en ces temps de discussion saine sur la façon dont on fonctionne de manière démocratique en France et en Europe, eh bien, assurer cette transparence permet de diminuer les fantasmes et de remettre de la confiance dans le système de la démocratie représentative. Merci Pascal Canfin.